Le thème de cette vidéo porte sur le régime de domanialité dans les royaumes médiévaux. Avant d'aller sur le terrain dans l'Oise et dans l'Aisne, nous allons nous interroger sur la nature des droits territoriaux et fonciers dans les anciennes monarchies médiévales en France et en Angleterre, ces monarchies qu'on a appelées jusqu'à présent les monarchies féodales. Et nous allons essayer de comprendre comment ces sociétés conçoivent la propriété. Dans la vision classique, qu'est-ce qui se cache dans la notion de monarchie féodale et qui peut expliquer la nature de la propriété? Une double préoccupation. D'un côté, les souverains cherchent à dominer la masse des seigneurs et exploitent pour cela la notion de tenure. C'est donc par une espèce de concept pyramidal qu'ils espèrent tenir leurs vassaux et les vassaux de ces vassaux, et à travers eux, les populations des tenanciers les plus modestes. Comment les tenir? Par le serment de fidélité, qui est un lien personnel, et par la tenure de la terre, qui crée un lien foncier. Ce lien foncier se nomme fief, et comme le roi n'est pas le propriétaire de tout le royaume et que tout le royaume n'est pas composé uniquement de terres publiques, il ne peut concéder à tous une partie de la terre publique. Pour que ce système fonctionne, il faut donc que le roi obtienne des princes et des seigneurs, que ceux-ci déclarent tenir de lui en fief ce qu'ils possèdent. Mais d'un autre côté, ce système pyramidal ou féodal présente des risques. Si un prince territorial ou un grand seigneur a trop d'indépendance, il peut rompre le lien de fidélité au roi et considérer son fief comme son territoire et se croire roi chez lui. La monarchie française a sans cesse lutté contre ces tendances et cela explique sans doute cette propension au centralisme. Pour cela, les rois de France ont sans cesse développé des pratiques de contrôle. Accroître la propre seigneurie directe du roi, ce qu'on appelle le domaine royal. Contrôler les répartitions de ce domaine royal au sein de la propre famille royale par une politique de douaire et d'apanage qui évite les démembrements et les indépendances. Accroître sans cesse la zone de pouvoir du roi par des conquêtes ou par des acquisitions contractuelles. Ce tableau est classique, mais il n'explique que très imparfaitement la nature de la tenure. Une plongée dans les rouages de la domanialité anglaise et française va nous permettre de mieux définir. Que se passe-t-il de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, à partir de Guillaume le Conquérant? Dans ce pays, au XIe siècle, la seigneurie de base se nomme le manoir, et il y en a environ 13 500. Le manoir, c'est le village, la communauté qui l'habite, l'église, et c'est surtout un seigneur local, le lord du manoir, qui exerce le pouvoir sur les tenanciers. Si les tenanciers libres, les freeholders, lui échappent en partie car ils dépendent du roi, bien que rattachés au manoir, les plus nombreux, les tenanciers inscrits sur un registre seigneurial, les copyholders, sont sous sa coupe. Dans le manoir, le lord exerce deux formes principales de pouvoir, la justice et la fiscalité. Comment le roi peut-il contrôler tout ceci? Il utilise le système des mises en saisine. Le roi d'Angleterre investit directement environ 200 tenants en chef. Ceux-ci, à leur tour, vont dominer les tenants intermédiaires et ainsi de suite jusqu'au lord du manoir. On sait que ce que l'on appelle la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant va se traduire par la captation de cet immense réseau de manoirs au profit des fidèles de Guillaume. Ces tenants, ce sont les membres de l'aristocratie anglaise et il ne faut pas les confondre avec les holders qui sont la partie roturière de la population. Mais que ce soit les tenants ou les tenanciers, tous participent à cette forme pyramidale qui concerne à peu près tout le royaume. Comme le roi est dit Lord Paramount, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout, et que les mises en saisine se font en descendant, la structure est paramentale. Or, de façon plus nette qu'en France, la hiérarchie du pouvoir est telle que les souverains anglais des XIe, XIIe et XIIIe siècles ont même cherché à faire entrer la justice et la fiscalité dans cette conception en créant des actions en justice et des niveaux d'évaluation foncière en relation avec les échelons de la pyramide. Il faut un mot pour dire tout cela, car le terme de féodal ne suffit pas et désigne même souvent autre chose, la tendance à l'indépendance. Voilà pourquoi j'ai retenu le mot de paramontal pour l'exprimer.
On assiste là à une espèce de pensée de système assez originale et qui explique assez bien le ressort de toute l'histoire politique anglaise, la lutte des barons et des tenants les plus puissants pour que ce système ne se traduise pas pour eux par une perte de pouvoir. D'où cette propension aux révoltes aristocratiques contre le pouvoir de roi. D'où ce refus de l'intervention de l'État monarchique dans les grandes seigneuries qui ira avec le temps jusqu'au rejet de la notion d'État lui-même. D'une certaine façon, on peut dire que ce sont les barons les plus puissants qui ont féodalisé la structure paramontale de la royauté anglaise en réduisant l'esprit de système que ce paramontalisme avait comporté à ses débuts. On découvre ainsi ce qui fait l'originalité des monarchies médiévales. Elles reposent sur la seigneurie ou le manoir et sont donc de ce point de vue les héritières des villets de l'époque carolingienne et plus lointainement encore du fundus antique. Elles sont donc d'un certain point de vue fondières, c'est-à-dire un terme forgé sur le mot fundus, mais elles tentent d'organiser tout ceci dans des relations hiérarchiques à la fois personnelles et foncières, et elles sont donc paramontales. Le mot me paraît plus complet que féodal, car il n'y a pas que le fief foncier dans cette notion. Parce qu'il dispose d'une mise en saisine qui est un transfert plus ou moins limité de pouvoir, un grand seigneur ou un lord n'a guère besoin de se dire propriétaire. Et ce n'est qu'avec le temps qu'il en viendra à comptabiliser ses propres parcelles dans des livres ou dans des atlas, ce qu'on appelle les estate maps en Angleterre, ou bien les livres et les plans terriers en France. Est-ce à dire que la France et l'Angleterre médiévale sont semblables ? Évidemment pas. Faisons un tour de ces exceptions qui interdisent de faire une lecture directe du schéma paramontal. Par exemple, en Angleterre, une lecture attentive du Domesday Book, cet inventaire voulu par Guillaume le Conquérant 20 ans après la conquête, permet de repérer des concentrations qui ressemblent à de grands fiefs et font peser le risque de féodalisation de la structure du pouvoir. Ce sont par exemple les compact estates ou bien les compact fees repérés et étudiés par l'historien anglais Reginald Lennart. Mais il y a aussi les terres du roi, qui sont de droit particulier, les territoires des 5 ports, de statut d'exception, les espaces afforestés, qui sont au cœur du conflit de pouvoir entre le roi et les grands barons, les terres d'église, qui sont souvent immunes, enfin les villes qui disposent de privilèges et de coutumes particulières. Tout ceci, c'est la carte de la polyterritorialité anglaise, cette carte qu'on oublie souvent de faire en regard de la carte des manoirs. Alors, la propriété, elle ressemble bien peu à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Le régime de domanialité médiévale repose sur la seigneurie, sur le partage des utilités, sur la foi et l'hommage, sur la tenure, et sur une propension de toutes les monarchies à assembler les terres et les tenants dans ces formes que je nomme paramontales. Théoriquement, le schéma paramontal le plus réussi est celui de l'Angleterre du XIe et du XIIe siècle. La France, au contraire, connaît à la même époque une situation bien moins intégrée. Les efforts de la monarchie au XIIIe, de Philippe Auguste à Philippe le Bel, tenteront non seulement d'élargir la base régionale et territoriale des domaines du roi, mais aussi d'y intégrer de mieux en mieux l'essentiel des relations, au point que la LEUS, cette forme de propriété familiale indépendante, y devient théoriquement impossible, comme certains coutumiers le prétendent. Le pendant de cette tendance à la paramontalisation des relations, c'est le développement de la propriété contractuelle. Car lorsqu'on partage les utilités, on doit dire selon quels termes on le fait. Comment mesurer les progrès de la domanialité des contrats ? Le terrain de la colonisation agraire est le plus propice. Je vous propose d'aller rejoindre Valérie Ménès-Rodora, qui est juriste, et l'archéologue et archéogéographe Nicolas Bilot. Bonjour Valérie, merci de nous avoir rejoints. Puisqu'on est ici à la limite entre le domaine du roi de France et le domaine du comte de Champagne, dans un site merveilleux qui est d'une ville neuve fondée au début du XIIe siècle, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que juriste ce qu'est le droit de la colonisation agraire et pourquoi on emploie ce mot de colonisation ?
Alors, le procédé de la colonisation est un procédé qui vient répondre à une exigence du moment, à savoir un essor démographique très important qu'a connu toute l'Europe et qui oblige finalement les autorités locales à étendre leur territoire pour une population paysanne de plus en plus nombreuse, sachant que les tenures existantes ne sont pas suffisantes. Cette colonisation porte bien son nom puisqu'il va s'agir d'installer sur des territoires non exploitables et non exploités une nouvelle population, à charge pour elle d'exploiter ce nouveau territoire, de le rendre exploitable et bien sûr d'en tirer des revenus, ce qui est à l'avantage des autorités concernées. D'accord. Alors, ce droit de la colonisation agraire, ce droit de fonder des villes neuves ou des hostises, est-ce que c'est un droit public? Est-ce que c'est un droit réservé aux seuls souverains ou bien est-ce que c'est un droit partagé? Alors, c'est un droit dont tout le monde peut user, à savoir tous les seigneurs. N'importe quel seigneur, et nous en avons la preuve dans les actes que nous possédons, n'importe quel seigneur peut créer dans son propre domaine une colonie, c'est-à-dire placer des nouveaux paysans dans une nouvelle terre non exploitée à sa volonté. Le roi n'est pas plus privilégié ou n'exerce pas un droit régalien, mais comme tout seigneur peut utiliser ce même processus pour placer des nouveaux paysans dans des nouvelles terres. Alors, maintenant, on observe dans les actes que la plupart de ces fondations, en tout cas un très grand nombre de ces fondations, sont faites en co-seigneurie. On parle de pariage, de paréage, de co-seigneurie. Donc le roi s'associe soit à un laïc, soit à un établissement religieux pour fonder un lotissement agraire et en tirer pouvoir et redevances, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est le moyen pour le roi d'augmenter sa propriété, puisqu'on est là en train d'essayer de comprendre ce qu'est la propriété au Moyen-Âge, et qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière cela? Alors, le principe est le suivant, en tout cas l'exercice est le suivant. Le roi cherche par de nombreux moyens à reprendre des territoires qu'il a perdus du fait de la féodalité. Il va utiliser différents moyens juridiques, les mariages par exemple pour obtenir des territoires en dot, des rachats ou des successions de fiefs quand cela lui est possible. Et la colonisation comme les villes neuves par exemple sont des moyens supplémentaires juridiques pour augmenter effectivement, comme vous le dites, son pouvoir territorial et son assise territoriale. Donc le document, en tout cas l'acte juridique qui est utilisé est ce qu'on appelle le pariage, qui est fait sous forme d'une charte. C'est ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de contrat synalagmatique, à savoir un contrat négocié entre deux parties, donc le roi et l'autorité. Deux parties qui sont à niveau égal, c'est ça? À égalité, tout à fait. Et non pas dans un rapport de dépendance. Exactement. Et donc pour le pariage, précisément pour la colonisation, on est dans ce même schéma, strictement le même schéma. C'est-à-dire que le roi, qui va être l'autorité nationale, royale, va accorder à une autorité locale qui est subordonnée, que ce soit une église ou un seigneur laïque, va accorder une terre à défricher ou à assécher ou à irriguer, donc une terre qui est non exploitable, à charge pour cette autorité locale subalterne de gérer ce territoire en lieu et place du roi. Donc les deux sont associés, c'est là où on va avoir un point de vue égal, dans le sens où chacun aura la moitié des revenus de la terre, mais le roi, lui, se décharge de la gestion en confiant à l'autorité subalterne la gestion de la colonie. Quand vous dites en confiant la gestion à l'autorité subalterne, donc il ne confie pas la gestion au co-seigneur? Non. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est quoi qu'il y a derrière? Qui est le véritable, pour les paysans qui ont été installés comme hôtes, comme colons, qui est le véritable? Quel est le seigneur qui voit tous les jours? Alors le seigneur qui voit tous les jours est le seigneur qui est l'autre partie de ce pariage. Oui. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'une église, donc le roi va confier une de ses forêts, on a des exemples avec Louis VI, Louis VII, etc., va confier une partie de sa forêt à défricher, à l'église qui a la portion territoriale qui comprend cette forêt. Donc le vassal en fait du roi, qui est concessionnaire de cet espace, aura la gestion au quotidien. Donc les paysans vont voir au quotidien non pas le roi, mais véritablement le gestionnaire de l'église, le gestionnaire du fief. On n'a pas donc d'agent royal. Donc il a un contrat.
Tout à fait. Il a un contrat, une espèce d'amodiation de la gestion de la seigneurie pour le compte des deux co-seigneurs. Et alors ce contrat, il est dans le contrat de pariage, c'est-à-dire qu'on a un seul et même acte pour l'ensemble. Le placement des hôtes, la concession de terre, la gestion et le partage des revenus. Tout alors dans le même document. Ça, c'est typiquement le genre d'acte du Xe siècle, quand on a ces grands actes qui récapitulent différents termes. Aujourd'hui, on passerait autant de contrats différents, et là, à cette époque, on réunit. Je voudrais vous interroger également, parce qu'alors là, il y a qu'une juriste qui peut nous éclairer sur des mots qu'on emploie à propos de ces fondations et derrière lesquels on peut éventuellement faire des contresens. Pourquoi peut-on parler de liberté à propos de ces fondations ? Ensuite, qu'est-ce que cette liberté a à voir ou pas à voir avec la notion d'immunité ? Et pourquoi peut-on... Est-ce qu'on peut dire que ce sont des fondations qui sont exorbitantes du droit commun ? Alors, d'abord, un territoire libre, la colonie ne peut pas être en tant que telle, à mon sens, considérée comme libre, dans le sens où elle est placée sous l'autorité de deux seigneurs, le roi d'une part et un seigneur laïque par exemple, ou un seigneur laïque et un seigneur ecclésiastique d'autre part. Donc ça peut se faire aussi au niveau local, dans un fief, à l'intérieur même d'un fief. Donc on n'a pas cette notion de liberté du territoire. Par contre, ce qui pourrait être assimilé à une forme de liberté, c'est la liberté qu'a le colon de quitter, de rester ou de quitter la colonie. Et dans la tradition, je dirais, du monde paysan, le paysan est attaché à la glèbe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter son territoire, encore moins le cerf qui sera rattrapé s'il quitte le territoire. Donc cette nouveauté pour le colon, cet avantage, cette liberté est très importante puisqu'il peut partir du territoire et vendre les biens même pour financer son départ. Ça rajoute à l'aspect contractuel de ce genre de concession de terre. Exactement. Et alors, sur la question des immunités, on est aussi dans une démarche d'immunité puisque le colon échappera par exemple à la contrainte de l'agent royal ou seigneurial. Donc c'est un avantage très intéressant, très important. Donc ça rentre dans ce que l'on appelle les immunités. Il aura aussi l'exemption de certaines taxes, pas toutes, mais une grande partie des taxes, puisque nous l'oublions pas, la terre n'est pas exploitable pendant les premières années de placement de la colonie. On donne à peu près 3 à 5 ans au colon pour rendre exploitable. Donc, bien évidemment, il ne peut pas payer de taxes puisqu'il n'a pas de revenus encore, en tout cas pas assez important pour l'instant. Donc, ces exemptions et cette possibilité d'échapper à la contrainte des agents seigneuriaux se relèvent véritablement de ce qu'on appelle les immunités. Et il y a un troisième élément que nous pouvons ajouter, c'est-à-dire qu'ils ont un privilège, ce qu'on appelle un privilège de fort, un privilège de juridiction. Ils ne seront jugés que par le roi, ils sont sous la garde, la protection du roi de France. Donc c'est un très gros avantage en matière judiciaire. Donc ça relève des immunités, de ce qu'on peut appeler régime immuniste. Un territoire, en quelque sorte, la co-seigneurie crée une ville neuve avec son territoire rural, et ce territoire est en quelque sorte placé en dehors des juridictions ou du droit courant par ailleurs. Et donc il est exorbitant du droit commun. Alors il est d'autant plus exorbitant du droit commun qu'il y a pour les colons des privilèges qui n'appartiennent normalement pas au statut de paysan. Actuellement, dans l'historiographie, il y a des travaux très intéressants. Je pense notamment à l'historien Nicolas Carrier qui a publié un ouvrage collectif à ce sujet. Il y a des tendances historiographiques pour dire qu'on saisit de moins en moins bien cette notion d'alleu et qu'on se demande quelle est sa réalité par rapport à la façon dont la propriété était organisée au Moyen-Âge. Quel est votre avis sur le degré d'astreinte ou le degré d'indépendance? Est-ce que vraiment l'alleu est une réalité dans les campagnes, et qu'est-ce que c'est? C'est une question, et je comprends qu'il y ait de la recherche récente sur la chose, c'est une question qui est très complexe, puisque la féodalité saisit finalement tous les alleux, c'est-à-dire que toutes les terres se trouvent à avoir un maître, mais il en reste... Oui, c'est ce que dit Philippe de Beaumanoir dans les Coutumes de Beauvaisis, par exemple. Voilà. Tout à fait, et donc c'est vrai qu'à partir du XIIIe siècle, on ne voit plus d'alleux, on n'en rencontre plus. Alors
On ne doute pas qu'il y en avait encore avant, mais ils sont très difficiles à définir parce qu'englobés toujours dans une seigneurie, dans un montage déjà existant. Et la particularité pour nous, en tout cas la difficulté pour la recherche, c'est qu'en fait on n'a pas de cadastre, on n'a pas de plan, on n'a pas d'écrit non plus. Puisque pendant plusieurs siècles, pendant la période féodale, on a perdu même l'écrit. Donc, perdu dans le sens où on n'y recourt plus. Et donc, c'est très difficile pour nous de savoir, dans un domaine qui est rattaché hypothétiquement à bidule, que cette portion de rivière ou de forêt est libre, donc détachée ou indépendante à l'intérieur. C'est pour ça que pour les colonies, c'était parfois des terres libres, mais la plupart du temps enserrées dans une zone qui était dans la domination d'une personne. Dans la période qui précède, dans le haut Moyen-Âge, l'alleu, on commence à le cerner assez bien. L'alleu, c'est la propriété familiale que justement une famille suffisamment puissante, ou une institution religieuse éventuellement, mais surtout une famille puissante, a réussi à conserver hors de tout lien de vassalité par rapport au souverain carolingien. Mais cet alleu, c'est une propriété collective, c'est une propriété familiale, avec le droit de retrait familial, qui fait qu'il n'y a pas possibilité pour un membre du clan familial de dire moi je vais prendre telle parcelle et je vais en faire mon affaire, par exemple je vais la vendre. La famille a le droit de s'y opposer. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici dans cette aire de l'Oise et aux confins de l'Aisne que tu connais bien. Alors, puisqu'on parle de Villeneuve, puisqu'on parle de Villefranche, puisqu'on parle de ces fondations, je voudrais savoir comment on fait pour reconnaître une fondation dans un village aussi modeste que Marolles, même si le cadre qu'on a derrière nous est plutôt somptueux. Mais comment on fait ? Pour reconnaître une Villeneuve de ce type-là, il faut déjà comprendre que le phénomène de Villeneuve, il n'est pas monolithique. Il y a des créations ex nihilo, ça existe effectivement, mais il y a aussi des endroits où on a un substrat d'habitat qui existe déjà et simplement on le réorganise. Ici à Marolles, on n'a jamais le mot de Villeneuve, de Villanova, utilisé explicitement dans un document écrit. Ce qu'on a souvent, c'est des indices indirects. Premièrement, on va avoir des mentions autour de 1110, au moment de la fondation par le seigneur de La Ferté-Milon, juste à côté d'un petit établissement religieux. On va avoir des mentions d'hospitibus de Meroli, c'est-à-dire des hôtes de Marolles, c'est-à-dire des gens qui sont tenus de venir exploiter le lieu et pour lesquels on fait des abattements d'impôts, des avantages fiscaux. On va avoir par ailleurs des mentions du type de la création d'une paroisse, peu de temps après. Entre 1110 et 1120, l'évêque de Soissons-Lisiard va fonder une paroisse et son successeur va confirmer. Et puis on va avoir des indices toponymiques, on va avoir des indices planimétriques, on va avoir des indices parcellaires qui vont essayer aussi de petit à petit nous faire comprendre qu'on a bien une Villeneuve, une réorganisation de l'espace. Alors dans le cas de Marolles, ça va impliquer par exemple un plan plus ou moins régulier de l'habitat. Ça va impliquer aussi le détournement de certaines grandes voies qu'on va venir connecter à cette nouvelle agglomération. Mais en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule parce qu'on a aussi parfois l'agglomération qui vient s'imposer sur un carrefour préexistant et déjà important. Puisque tu nous as demandé de venir filmer ici au-dessus d'une voie ferrée très encaissée qui coupe complètement le village, pourquoi ? Je trouvais que c'était intéressant de prendre un plan un peu atypique et qui n'est pas forcément connu en dehors des Marollais eux-mêmes, parce que à Marolles, tout change au courant du 19e siècle. La vieille ville, qui avait déjà été progressivement un petit peu modifiée évidemment, va être transformée à partir du moment où on va décider l'installation d'une ligne de chemin de fer Paris-Soissons. Et dans ce contexte-là, on va décider d'essayer de faire passer la ligne de chemin de fer là où elle embête le moins de monde, et pour ça on va condamner une rue et aussi des jardins de tout un tas de maisons qu'on a là derrière. Et on va réorganiser toute une partie de la ville autour de ça. Ça va impliquer qu'aujourd'hui, quand on regarde un plan de Marolles, le plan régulier d'Ancien Régime ou du Moyen-Âge, il n'est pas évident. Parce qu'il est très perturbé, notamment du fait que certains des habitants à qui on a pris des terrains pour faire la ligne de chemin de fer ont compensé ça en s'appropriant des routes et des rues qui sont devenues des impasses avec la création de la ligne de chemin de fer. Et du coup, le plan en damier, il a complètement été transformé il y a moins de 150 ans. Et dans ce contexte, quand on fait une étude régressive et qu'on a besoin de regarder une comparaison entre plan ancien et plan actuel, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des modifications très profondes aujourd'hui et qu'elles demandent, entre guillemets, de soulever le filtre et de regarder ce qu'il y a en dessous. Autrement dit, le passage de la voie ferrée a provoqué des mutations au sein de l'espace public de Marolles, les rues du village, dont certaines sont devenues des espaces privés
donc des impasses aujourd'hui. Voilà, qui se caractérisent, on va dire, de deux manières principales. Pour certaines d'entre elles, c'est tout simplement, on a axé les portails, les nouvelles maisons dessus. Mais pour d'autres, par contre, c'est devenu vraiment des jardins, et on a même des parcelles qui suivent exactement la rue. C'est-à-dire qu'on a une réappropriation de l'espace et une réorganisation. Dans la région, il y a beaucoup d'autres Villeneuve. Certaines portent même le nom de Villeneuve. Je vois par exemple Villeneuve-sous-Verberie, Villeneuve-sous-Thury. D'autres, comme à La Morlaix, portent un autre nom. Est-ce que c'est l'indice d'une politique? Est-ce que c'est quelque chose de concerté que ces fondations? Globalement, chaque fondation prise indépendamment, elle est réfléchie. Mais globalement, on ne peut pas dire qu'il y a une seule raison qui amène à ça. En fait, on a quand même un mouvement global de création de nouvelles agglomérations ou de réorganisation d'agglomérations de substrats anciens au XIe, XIIe et XIIIe siècle parce qu'on a un moment démographique important, on a un boom de population et il faut bien installer les gens. Mais localement, chaque décision semble quand même prise en fonction de raisons propres. On a des créations ex nihilo et souvent le nom là il est révélateur. Villeneuve-sur-Verberie, création ex nihilo. La Villeneuve-sous-Thury, création ex nihilo. C'est-à-dire que l'agglomération ou les quelques habitants qui étaient là auparavant, ils étaient vraiment très peu considérés et on ne les a pas pris en compte dans le nouveau tracé. Mais à La Morlaix, par exemple, près de Chantilly, ou ici à Marolles, on a probablement déjà un terroir très occupé, très administré, mais il n'y avait ni paroisse ni seigneurie. Ce sont les seigneurs les plus puissants du voisinage. À La Morlaix, par exemple le roi de France directement, en discussion avec le comte de Beaumont qui est son voisin. Et ici, le seigneur de la Ferté-Milon, qui est un seigneur châtelain assez important, eux, ils décident localement des créations et là, à chaque fois, l'organisation est propre. Avec Aquilon, le programme de travail que vous poursuivez, que poursuit ton équipe, c'est de faire une espèce de mix entre de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie et de l'archéogéographie de la région? Oui, c'est un peu ça. En fait, on est un cabinet d'études dans lequel il y a plusieurs archéologues et plusieurs historiens. Et l'idée, c'est qu'on a au départ créé ce cabinet pour travailler sous différents aspects, sous forme de mission, notamment pour les monuments historiques et pour les communes. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui transcendaient ça et qui nous plaisaient. Particulièrement l'histoire de la province du Valois, qui est un peu une province oubliée aujourd'hui, pour différentes raisons, mais identitairement parlant, c'est une province qui a été dissoute dans l'Île-de-France moderne, on va dire. Et on a un peu perdu la conscience d'être du Valois quand vous pouvez être de Bretagne ou d'Alsace-Lorraine. Et en fait, on constate, nous, pourtant, qu'il y a des modes de vie très propres aux Valois. Donc derrière les études monographiques qu'on fait, petit à petit, on dégage des réflexions transversales et on a comme objectif d'écrire une nouvelle histoire du Valois ou en tout cas une synthèse de nos réflexions sur certains aspects du Valois. Donc c'est un travail un peu plus au long cours. Voilà. Merci Nicolas. Nicolas, puisque nous sommes ici à Nesle, dans ce somptueux château, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la compétition entre les seigneurs au Moyen-Âge, entre les grands seigneurs au Moyen-Âge? On a déjà dit qu'on était à la limite des terres du comte de Champagne et des terres du domaine du roi de France. Qu'est-ce que c'est que cette compétition et comment elle s'exprime? Alors, il faut savoir que ici, à la fin du XIIe siècle, la famille de Dreux devient aussi seigneur de Brenne et ils vont vouloir fonder dans ce morceau de territoire des châteaux, parmi lesquels Ferrand-Tardenois, où vous serez tout à l'heure, et Nesle-en-Dol, où nous sommes. Et en l'occurrence, ces châteaux-là sont pour eux des marqueurs politiques. En fait, cette compétition, elle va impliquer d'occuper des zones, des espaces géographiques et de montrer à travers l'architecture presque un réseau de fidélité ou d'allégeance. Alors, dans le cas de Nesle, on va avoir un plan de château un peu particulier qui va être mis en place, qu'on appelle parfois le plan capétien ou le plan philippien, en référence au roi Philippe Auguste, Philippe II Auguste. Et en l'occurrence, il s'agit d'un plan relativement régulier, relativement symétrique, qui se met en place entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Et les seigneurs de Nesle-en-Dol au début du XIIIe siècle vont adopter ce plan-là et le respecter quasiment à la lettre, en tout cas un modèle type à la lettre, si bien qu'on peut voir dans cette architecture qu'ils sont des fidèles et loyaux au roi de France, alors que les seigneurs de Ferrand-Tardenois, qui sont leurs frères, à ce moment-là, sont plutôt dans une position politique différente et ils regardent plutôt du côté des formules du comte de Champagne. Alors,
Autrement dit, l'architecture reflète la compétition politique entre les grands princes, d'une certaine façon. Ah oui, évidemment ça a toujours été vrai, mais c'est particulièrement aigu au tournant des 12e, 13e, et particulièrement dans ce morceau de territoire. Le comte de Champagne et le roi de France sont à l'origine de deux des plus grands laboratoires d'architecture castrale de la fin du 12e, début du 13e, avec vraiment une recherche de tous azimuts, presque on pourrait dire. Et on constate que du côté du comté de Champagne, on a plutôt une grande variété des modèles, alors que du côté francilien, on va très rapidement avoir un plan type. D'où ce plan carré. Valérie, on va aborder avec vous les droits du roi. Moi, ce qui m'intéresse, puisqu'on essaie de comprendre ce que c'est que la propriété à l'époque médiévale, et notamment la propriété des puissants, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut mettre sous l'étiquette du domaine royal. En général, on résume par cette expression beaucoup de choses. Et vous, qu'est-ce que vous mettez en nature de biens, de droits, de pouvoir, de formes de gestion ? Alors le domaine royal, c'est une notion qui est assez vaste, effectivement, comme vous le précisez. Elle a été extrêmement bien explicitée par Guillaume Lett dans sa thèse « Domaine et domanialité publique du XIIe au XVe siècle ». Donc là, on a véritablement un détail très complet de tout ce que ça couvre. Et pour vous répondre, je dirais que le domaine, c'est d'abord un territoire, celui du roi, celui que le roi obtient lorsqu'il monte sur le trône. C'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre du domaine privé, à l'époque où nous parlons, et aussi un domaine public, puisque c'est l'État, ça constitue en tout cas l'État. C'est aussi un ensemble de droits que le roi peut y exercer, donc tout ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes, à savoir le droit de prélever des taxes, le droit de rendre la justice, le droit de commander, donc le pouvoir normatif. Et puis c'est aussi, et c'est très bien expliqué justement dans la thèse que je vous évoquais, c'est aussi un ensemble de revenus. Donc ça relève aussi du fisc. Ce qu'on appelle domaine royal, c'est du fisc. C'est du fisc, oui, c'est du fiscal, C'est du tout à fait. Oui. Tout à fait. Merci. Merci.